Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette troisième journée de Change Now. Et pour bien commencer la journée, on va parler aujourd'hui de l'océan, sur une thématique qui s'appelle Préserver le Grand Bleu. Alors pourquoi? Je vais rappeler quelques faits, beaucoup de vous le savez déjà. L'océan, c'est plus de 70% de la surface de notre planète. C'est dans l'océan que la vie a commencé, il y a à peu près 3,5 milliards d'années. L'océan, c'est encore aujourd'hui 90% de l'espace habitable sur la planète pour les êtres vivants. C'est 97% de l'eau contenue sur notre planète. Et cette eau qui est indispensable à la vie, c'est aussi l'océan est la source principale d'oxygène, qui est aussi l'autre élément principal pour la vie. Et puis l'océan, on l'oublie parfois, mais joue un rôle majeur dans la régulation des climats, et en particulier dans ces temps de réchauffement climatique. L'océan, on sait, a absorbé, a atténué l'impact du réchauffement climatique en absorbant 93% de l'excès de chaleur produit depuis le début de l'ère industrielle. Et l'océan nous donne tant, et on a beaucoup pris, et pendant des siècles, on a beaucoup pris sans réfléchir. Et pourtant, on pensait que l'océan était assez grand, assez immense pour ne pas être touché par toutes les agressions humaines. Mais on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que l'océan souffre, que l'océan est menacé, avec trois grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur l'océan. La surpêche, les pollutions marines, donc pollution plastique dont on parle beaucoup, mais ce n'est pas que ça. Les rejets agricoles, la pollution sonore sont des pollutions majeures qui touchent l'océan. Et puis le changement climatique, qui a aussi un impact majeur sur l'océan. Et au moment où il y a cette urgence de devoir protéger l'océan et l'aider à se régénérer, on se rend compte à quel point on le connaît mal, on ne connaît pas assez l'océan. Et aujourd'hui, cette session va être beaucoup autour de gens qui sont passionnés par l'océan et qui consacrent leur vie à mieux connaître l'océan pour mieux le protéger. Et on va commencer cette session aujourd'hui avec un couple d'aventuriers qui est passionné par l'océan, qui consacre sa vie. Et c'est des gens qui pourtant ne sont pas nés près de la mer, ils sont nés loin de la mer. Ce pas des enfants de pêcheurs, ce pas des enfants de navigateurs, ce pas des enfants de plongeurs ou d'explorateurs. Mais dans leur enfance, ils avaient les émissions du commandant Cousteau, et ça leur a donné la passion de l'océan. Ils ont voulu y consacrer leur vie. Donc elle a vraiment consacré sa vie, a décidé de devenir marin pour consacrer sa vie à cette passion. Et lui a été d'abord ingénieur en mécanique pour faire de l'aéronautique. Puis ils ont fini par se rencontrer au Glénan en faisant de la plongée. Et puis là, un jour, ils ont passé le grand pas, ils ont décidé de se lancer, d'aller vers l'océan, faire des explorations avec Jean-Louis Etienne. Et puis depuis, c'est une passion. Et je vous demande donc d'accueillir avec nous donc Emmanuel Perrier-Bardou et puis Ghislain Bardou de Under the Pole. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Donc, première question. Ah, Yann Jegel. Donc, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup d'être avec nous. Et j'ai une première question. Vous n'êtes pas Bonjour, avec nous bonjour tout le aujourd'hui. monde. Vous êtes où? Bonjour. Oui, bonjour. Vous nous entendez bien? Écoutez, vous nous entendez là, c'est OK? On vous entend, on vous entend. Super. Bon, petit clin d'œil, peut-être juste avant de commencer, on voulait vous montrer, on est sur le pont du bateau Le Wai, on vous le montrera tout à l'heure très rapidement. Vous voyez, on est en plein milieu, on est ici au Spitzberg. Et il fait froid, là, il fait plutôt froid, on est couvert. On va rentrer dans le bateau pour répondre aux questions, mais on voulait vous montrer avant les montagnes derrière nous, juste pour contextualiser le lieu d'où on échange avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Et alors, Spitzberg, c'est où? Alors, le Spitzberg, c'est l'île principale de l'archipel du Svalbard, très au nord de l'Europe. On est à peu près à 1000 km au nord du nord de la Norvège. Voilà, on rentre dans le bateau, on sera un petit peu plus confortable pour répondre aux questions et échanger avec vous. Donc, on est à 78 degrés nord, c'est-à-dire qu'on est dans un des villages ici à Longyearbyen, qui est le village principal du Spitzberg, l'un des villages les plus au nord de la planète, avec une école, avec une université, et puis avec des bateaux autour de nous pour
des voyages ou des programmes de recherche. Très bien. Alors, moi, question que je voudrais poser à Emmanuel. Euh, Comment, pourquoi est-ce que tu as choisi cette vie d'aventure, cette vie d'exploration? Voilà, raconte-nous un petit peu ton histoire et comment tu en es arrivé là. Alors, c'était pas gagné, j'ai envie de dire, parce que, en fait, aussi loin que je me souvienne, petite, j'étais passionnée par la mer, par les océans, par les grands cétacés. Mais j'habitais dans un appartement au 6e étage à Troyes, en Champagne, et je voyais pas trop comment j'allais pouvoir accéder à ces rêves-là. À 13 ans, j'ai réussi à embarquer sur un voilier d'expédition qui emmenait des jeunes comme ça pendant 6 mois pendant faire leur scolarité en mer. Et là, ça a été vraiment une révélation. En fait, que j'aimais ça. Au-delà du rêve, j'aimais vivre en mer. Donc, comme beaucoup de passionnés, j'ai dû passer mon bac d'abord. Et après, je suis allée me former pour être monitrice de voile, puis skipper, puis enfin voilà, capitaine de sang de marine marchande. Et j'ai enseigné beaucoup et j'ai été responsable d'une base au Glénan. Puis j'ai rencontré Jean-Louis Etienne et là, ça a été la découverte des expéditions. En fait, c'est un chemin qui est pavé de rencontres où juste faut monter dans le bon wagon quand il se présente. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser ses rêves, je pense. Et avec Jean-Louis, ça a été ça, c'était le bon moment, le bon moment. Et puis j'ai aimé l'expédition pour le terrain, pour l'organisation, mais aussi pour la science, la sensibilisation. J'ai aimé tout cet ensemble. Et puis voilà. Puis après, j'ai rencontré Guilain en faisant de la plongée. Et j'ai coutume de dire qu'on n'aurait pas fait seul ce qu'on a réussi à faire à deux. Et c'est vraiment notre complémentarité, notre passion, nos compétences à chacun qui a fait ce qu'Under the Pole est devenu. Très bien. Et Guylain, vous avez une famille, vous avez des enfants. Comment ça s'organise d'être comme ça des explorateurs et de faire une vie de famille pas très normale, j'imagine? Non, c'est une vie de famille qui est originale, certes, qui a été pensée et voulue dès le début avec Emmanuel. C'est-à-dire quand on s'est lancé dans les expéditions, il y a presque une quinzaine d'années maintenant, avec Under the Pole, c'était un choix. On s'est dit, mais si on veut vivre de notre passion, passion pour la mer, passion pour la plongée, passion pour les océans, si on veut faire des expéditions, il faut qu'on le fasse en couple, parce que sinon, on va vivre loin l'un de l'autre et ça ne marchera pas durablement. Et il y a un moment donné, Robin, notre premier enfant, est arrivé, puis Tom, notre second, et aujourd'hui, ils ont 10 ans, 6 ans, aujourd'hui même, d'ailleurs, pour Tom. Bon anniversaire, Joyeux Tom. anniversaire, Tom. Voilà. Et en fait, ça a été un choix pensé, délibéré, assumé, mais en fait, qui contribue aujourd'hui très clairement à l'identité d'Under the Pole. Il y a une dimension familiale qui vient aussi justement de cette unité familiale qu'on a avec Emmanuel et les enfants, mais quelque part, je pense, qui rayonne en fait sur l'ensemble du programme, du projet, de l'équipe, parce que les enfants sont à bord quand on est en mission. Alors ils alternent, comme nous. Parfois on rentre en France pour organiser la mission suivante. Par exemple, alors ils vont à l'école en France dans ce cas, et puis quand on revient, ils font l'école à bord. On a aujourd'hui une nounou qui nous accompagne partout et qui nous aide, qui est beaucoup plus qu'une nounou en fait. C'est vraiment une assistante parentale, une professeure en fait. Elle a différentes casquettes selon les moments. Super. Alors maintenant, venons-en un petit peu à Under the Pole. Qu'est-ce que c'est Under the Pole? Comment ça a été créé? Puis pourquoi ce nom? Avec les premières expéditions, peut-être un petit peu tout l'historique d'Under the Pole. On va résumer 15 ans de mission en quelques secondes, mais Under the Pole, ça vient d'abord d'une passion pour la plongée, pour les océans et pour les régions polaires. Une passion qui est très ancienne. Je pense que comme pour Emmanuel, ça remonte à notre enfance, à certains rêves. Jean-Louis Etienne, les missions au pôle ou au Antarctica dans les années 90. Avant ça, Cousteau aussi quand on était gamin. Et une curiosité. Dans The Pole, c'est né en fait de l'envie de savoir, de comprendre ce qui se passe sur le toit du monde, ce qui se passe sous cet océan blanc qu'on voit d'avion, mais qui est assez mystérieux en fait. Qu'est-ce qu'il abrite? Est-ce qu'il y a de la vie? Quelle est cette vie? Comment elle va varier au fil des saisons? L'été polaire, la nuit polaire? Et l'envie en fait d'en savoir plus, d'aller chercher les réponses à ces questions.
Under the Pole, ça a été la première mission qu'on a menée en 1990, pardon, en 2010, qu'est-ce que je dis? En 2010, on est allé sur le toit du monde, on a fait 51 plongées au cœur de l'océan glacial arctique, et ça a été des images qui ont fait le tour du monde. Et derrière, ça a donné naissance à d'autres missions. C'est des grands programmes en fait qu'on mène qui durent 4, 5, 6 ans, hein, entre la préparation, la réalisation, le post-traitement des missions. Aujourd'hui, on est dans le 4e programme, et je dirais que ce qui est commun à tous ces grands programmes Under the Pole, c'est des projets qui s'articulent autour d'une exploration sous-marine, l'envie d'aller chercher des réponses à toutes les questions qu'on se pose, la curiosité, mais structurée autour d'une approche scientifique, de plus en plus scientifique d'ailleurs au fil de nos missions, de l'envie de partager, de sensibiliser, et puis essayer d'être innovant, en fait, que ce soit dans notre approche, que ce soit dans les moyens qu'on utilise, que ce soit dans les terrains sur lesquels on va, essayer de mettre en place un modèle de collaboration avec le monde de la recherche, avec les équipes, avec d'autres institutions, pour essayer de porter la connaissance auprès de tout le monde et de le faire avec passion. Super. Emmanuel, donc, comme Ghislain vient de le dire, aujourd'hui c'est Under the Pole 4. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Quels sont les objectifs? Quels sont qu'est-ce qui va s'annoncer sur cette mission Under the Pole 4? Oui, alors Under the Pole 4, donc que les chercheurs, hein, c'est les chercheurs qui ont trouvé le nom de cette nouvelle mission, Laetitia Edouin en particulier, l'ont appelée Deep Life, parce qu'on va travailler dans cette zone qui est devenue un peu notre spécialité, la zone mésophytique, la zone profonde des littoraux de la planète, donc à peu près entre 30 et 200 mètres de profondeur. C'est une mission qui est née à partir des résultats qu'on avait eus en Polynésie à Under the Pole 3. On a travaillé sur les coraux pendant 2 ans avec le CNRS, avec le CRIOB et Laetitia Edouin en Polynésie. Et on est parti de rien, on n'avait presque pas de connaissances sur ces coraux. Et après une année de plongée, à peu près 1000 plongées, de plongée profonde, on a eu des résultats vraiment intéressants, comme par exemple que la diversité corallienne, qu'on pensait presque pas existante dans ces profondeurs, est finalement peut-être plus importante à 60 mètres de profondeur qu'elle le serait entre 0 et 30 mètres. Mais aussi que les coraux vivent jusqu'à moins 172 mètres. Le corail récifal qu'on est allé chercher au Gambier était le plus profond du monde à 172 mètres. Donc ça veut dire qu'à ces profondeurs, il y a des organismes qui non seulement montrent des résistances, des capacités de résilience importantes, mais également qui s'épanouissent. Et de là est né UTP4, là sur une idée de notre 2e directeur de recherche, Lorenzo Bramanti, qui est à bord en ce moment sur les forêts animales sous-marines. Alors on pourrait parler d'habitat, lui il parle de forêt, parce qu'il fait l'analogie avec ces forêts de surface qu'on connaît comme étant des grandes zones abritant la biodiversité. Et en fait, sous l'eau, on aimerait rendre visible l'invisible, en fait. On ne voit pas sous l'eau, on ne voit pas encore moins entre 30 et 200 mètres, et pourtant il y a des forêts animales qui abritent de la vie et qu'on veut quelque part mieux connaître, rendre visible au monde pour montrer aussi qu'il faut les protéger, il faut mieux les comprendre pour avoir de meilleures mesures de conservation. Et donc, ce programme de 10 ans, UTP4 Deep Life, qui est soutenu par la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques, va pendant 10 ans aller sur des littoraux de la planète du monde entier, dans les zones polaires, dans les zones tempérées, dans les zones tropicales, pour étudier ces forêts, pour mieux les comprendre et pour pouvoir mieux les préserver in fine. Très bien. Alors, tu viens justement de parler des prochaines destinations. Donc là, pour l'instant, zone arctique, Svalbard. Et puis, donc les prochaines destinations vont vous emmener à quelle partie de la planète? Alors, on sera à l'automne aux Canaries, puis l'hiver prochain dans les Caraïbes. Et il semblerait qu'on se dirige vers la Méditerranée pour l'année d'après. Super. Alors, Ghislain, la session s'appelle Préserver le Grand Bleu. Est-ce que tu peux nous aider à faire la connexion entre le travail que vous faites avec Under the Pole et puis justement cet objectif de préservation de l'océan?
La notion de préservation, ça passe avant toute chose par la connaissance, en fait. C'est la connaissance, et je dirais la connaissance scientifique, c'est la brique élémentaire qui nous permet de vivre en harmonie avec notre environnement, c'est-à-dire de pouvoir l'utiliser, utiliser les ressources, par exemple, mais de manière durable, de manière contrôlée. C'est la base de la préservation et c'est un peu toute la problématique du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est les grands enjeux de notre temps. Et c'est vraiment là-dessus donc, que nous, on s'appuie, c'est là-dessus qu'on articule nos expéditions. On s'associe, c'est pas un travail qu'on fait seul. Monter des expéditions comme ça, monter des programmes de recherche de cette nature, c'est des choses qui sont complexes, qui prennent du temps, qui nécessitent des ressources importantes, des ressources financières, techniques, matérielles, humaines, c'est des équipes. On ne fait pas ça seul, on fait ça en collaboration avec le monde de la recherche, avec des partenaires. Je citerai notamment Rolex et son programme Perpetual Planet, qui nous accompagne depuis le début, et en fait qui permet, au-delà des soutiens, en fait, c'est de la mise en relation avec d'autres scientifiques, d'autres chercheurs du monde entier. On le citait avec le CNRS, avec lequel on travaille activement aujourd'hui en France. En fait, ce réseau d'acteurs qui permet d'asseoir la science, de mener des programmes innovants autour de questions qui sont fondamentales, qui nous permettent de, en lien avec notre temps, quelque part, avec les moyens techniques de notre temps, de porter un regard nouveau, différent, précis sur notre environnement et derrière, en fait, de faire remonter cette connaissance. On le fait avec d'autres associations, d'autres ONG. Je citerai là encore une fois la plateforme Océan Climat qui fait un travail remarquable pour faire remonter le savoir scientifique auprès des décideurs, faire un travail de plaidoyer. Mais ça peut être aussi auprès des jeunes, des scolaires, auprès du grand public. Et ça, on essaie de le faire avec passion, mais toujours en s'appuyant sur le savoir. Cette pierre angulaire, je pense, qui est essentielle à un bon travail de préservation. Super. Et est-ce que tu peux partager avec nous quelques résultats justement de ces expéditions Under the Pole? Il y a les résultats, il y en a constamment. En fait, c'est des programmes qui s'étirent dans le temps. Vous voyez, par exemple, Deep Hope, c'est un travail qui a été fondateur pour nous. C'est le plus grand programme scientifique qu'on ait jamais mené. Et il a commencé il y a presque 5 ans aujourd'hui. Les publications scientifiques s'étirent au fil des mois. Et il y a ce que disait Emmanuel tout à l'heure, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est une publication qui va sortir. C'est un travail de thèse de ce programme qui sort là dans les prochaines semaines. Cette diversité corallienne en fait, qu'on a découvert par exemple dans la zone 40-60 mètres en Polynésie française, c'est quelque chose qui était insoupçonné avant. C'est quelque chose, usuellement on pense que la plus grande diversité elle est plus proche de la surface, alors qu'au contraire, elle est plus profonde en Polynésie française. Pourquoi comment en même temps, les récifs coralliens sont très menacés par le phénomène du blanchissement corallien. Le rapport 2019 du GIEC pointait du doigt une disparition quasi totale des coraux à l'échéance 2050. C'est des menaces qui sont extrêmement préoccupantes. En même temps, là, on découvre que cette diversité, elle est plus importante en profondeur, qu'elle est moins menacée par le blanchissement corallien. Alors, attention, ça peut être une nouvelle qui est positive, mais il ne faut pas se leurrer non plus. Si on continue à réchauffer l'atmosphère ou l'océan comme on le fait aujourd'hui, à terme, ça va disparaître. Mais à travers en fait, ces découvertes, à travers ce travail de recherche, on se rend compte aussi peut-être que ça peut laisser un délai, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'un mode de fonctionnement où on a une forêt, on coupe la forêt, elle disparaît. On a des récifs coralliens, ils sont menacés, ils disparaissent. Il peut y avoir des phases transitoires. Et cette connaissance scientifique, c'est celle qui peut aussi nous donner du temps pour mettre en place justement les bonnes mesures de préservation. Et ça, on doit le faire en partenariat avec les scientifiques, avec les acteurs locaux. Et c'est du travail qui prend du temps. Très bien. Emmanuel, tout ce travail que vous faites et tout ce que vous apportez pour préserver l'océan, c'est né de cette passion que tu as partagée au début. Comment faire pour transmettre et partager cette passion avec de plus en plus de monde et puis en particulier la jeunesse d'aujourd'hui? Je pense que tous les canaux sont bons.
Ce qui est sûr, c'est que évidemment, il y a les documentaires, il y a les livres, il y a tout ce travail. Après, nous, ça fait 10 ans qu'on a des liens très forts avec l'éducation nationale et le rectorat de Rennes en Bretagne en particulier. Je suis moi-même marraine depuis 2 ans des éco-délégués en Bretagne et c'est presque ce que je préfère aujourd'hui dans mon travail parce que cette jeunesse, elle est active en fait, elle s'est saisie de ces problématiques, elle veut des réponses, mais elle donne énormément d'espoir. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on leur doit vraiment ce travail, on leur doit de leur rendre compte, en fait, pour le monde de demain, pour leur monde de demain. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait avec Under the Pole en particulier? C'est essayer de rentrer dans les écoles par tous les moyens possibles. Donc, évidemment, on va à leur rencontre, on va travailler sur des programmes pédagogiques adaptés, mais également, par exemple, là, on vient de construire une caravane qui va partir sur la route des écoles, des collèges, des lycées bretons dans un premier temps. Parce que pour en fait amener la mer à la terre, j'ai envie de dire. Parce que finalement, comment comprendre que ce qu'on fait aussi à terre a un impact sur l'océan, que même si on est loin, ça a un impact. Et donc là, on a travaillé avec différents acteurs, pas seulement nous, avec Océanopolis, avec par exemple la Water Family, après pour faire des mallettes pédagogiques, pour expliquer le cycle de l'eau, pour expliquer en fait que ce qui se passe au pôle, ce qui se passe sur les récifs coralliens, ça a aussi un rapport avec ce qui se passe chez nous. Et donc cette caravane Under the Pole, elle va partir faire de la sensibilisation un peu partout. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais je pense que le rêve, la science et puis l'espoir, on doit ça à nos jeunes aujourd'hui et puis on leur doit vraiment de se bagarrer pour que eux aussi puissent explorer cet océan demain. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes et vous nous l'aviez promis et on va en profiter. Donc, une petite visite du bateau, du Wai, pour comprendre vraiment ce que c'est que cette vie d'exploration et ce sur quoi vous vivez. Eh bien, c'est parti. On va vous faire visiter donc le Wai. On vous a montré rapidement tout à l'heure le pont. On terminera, on vous ramènera en surface ici au port à Longyearbyen. Peut-être un mot, ici on est dans le carré du Wai. Le carré, c'est la pièce centrale. Le Wai, c'est un bateau qui fait 20 mètres, qui est en aluminium, avec lequel on a pas mal voyagé à droite à gauche en Arctique, beaucoup, et puis dans le Pacifique plus récemment. Alors le carré, c'est là où on vit, c'est là où on travaille. Ici, on a Lorenzo Bramanti, on le citait tout à l'heure, avec Hugo, qui sont nos 2 scientifiques à bord. Lorenzo, qui est le directeur scientifique du programme, qui vient de passer un mois avec nous sur ces plongées profondes ici en Arctique, au Spitzberg. Alors, une cabine, c'est la nôtre, avec le lit des enfants en haut, et puis notre lit double. Ici, on a un couloir rapidement. Toc, toc. Salut Franck. Franck, photographe du bord. Salut Franck. Voilà, qui travaille dans sa cabine. On a 2 autres cabines là-bas devant. Derrière moi, c'est l'avant du bateau. Bon, je ne m'engage pas dans les couloirs, ils sont un peu étroits. On a ici... Alors, suivez-moi. On est ici dans une 3e cabine de 3 personnes. On ne voit pas grand-chose, mais voilà. Ce que ça vous montre, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Salut. Alors là, on est dans salle machine. Bonjour. Avec Léo, notre mécanicien. Bonjour. Et il y a du monde sur ce bateau quand même. C'est ça que ça montre en fait, c'est qu'on est 14 à vivre sur le bateau. C'est 14 métiers quelque part parce qu'on fonctionne avec... c'est comme une micro-communauté où pour plonger, pour faire de la science, on a aussi besoin de techniques, de mécaniciens, de marins, de skippers, de cuisiniers. On a un médecin à bord. Et évidemment, bien sûr, des plongeurs très expérimentés, des scientifiques pour mener tout ce travail. Donc 14 à bord sur un bateau comme le Wai, ça fait beaucoup de matériel, beaucoup de monde. Et peut-être demain, on espère un nouveau bateau sur lequel on travaille, le Why Not, pour lequel on recherche des partenaires, qu'on se le dise. Alors ici, on est en cuisine avec Tanguy, qui prépare le repas très important de la cuisine. Les combinaisons de plongée, ici, des combinaisons polaires. Et toc, 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 j'arrive à l'arrière du bateau, on passe par une zone technique
avec un atelier, un poste de navigation, avec Alec, qui est notre réalisateur, caméraman. Encore une cabine derrière moi de 3 personnes. Et là, je sors, je rejoins Emmanuel, qui est dans le cockpit arrière du Y. Voilà, on est à l'arrière. Et Emmanuel, je te passe le relais pour aller montrer une dernière fois le pont du bateau et le paysage qui nous entoure. Voilà, vous pouvez juste voir ici où Guilain se tient. Voilà, on est sous le Dodger, c'est l'abri sous lequel on peut barrer le bateau, commander le bateau. Rapidement, voilà, là on arrive sur le pont. Bah, voilà, il y a Erwan et Nico qui sont donc 2 de nos plongeurs et qui sont en train de, voyez, de préparer un propulseur ici sous-marin, un recycleur de plongée. C'est l'équipement qui va nous permettre au quotidien de plonger entre ici, on va dire 30 et 120 mètres de profondeur. Voilà. Et puis, si je vous montre, hop, alors comment faire? Voilà, le reste du bateau. Voilà, merci Lila. Donc là, vous voyez, il y a tous les gaz, les bouteilles, les gaz nécessaires en fait au mélange avec lesquels on plonge, qui sont de l'hélium, de l'oxygène et de l'air. Ici, les propulseurs sous-marins. Alors, on n'entend plus Emmanuel là. Voilà, beaucoup de matériel en sorte. Non, bah, Peu de place pour vivre et beaucoup d'organisation. super, super. En tout cas, ça nous donne un bon aperçu. C'est assez impressionnant. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Et on a hâte d'avoir plus d'images, plus de résultats de recherche pour en savoir plus et puis transmettre cette passion de l'océan. Merci beaucoup à vous deux. On vous remercie, on vous dit à bientôt. Et puis pour en savoir plus, underthepole.com, underthepole.org. Merci, au revoir. Pour saluer la fondation Tara, la Water Family et Jacques Rougerie qui nous suivent. Ils vous entendent, ils vous entendent. Bon vent, à bientôt. Bon vent, au revoir. Donc c'est la fin de notre première partie de la session. Donc on va revenir maintenant à Paris avec deux personnes qui sont aussi très engagées, très passionnées par l'océan. Donc Carole Balducci de la fondation Tara Océan et puis Gorka Oyarzun de Water Family. Et je crois que je dois attendre un petit jingle pour pouvoir les accueillir sur la scène. Donc, merci à tous les deux d'être là aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction. Donc, Carole Balducci, passionnée par toutes les causes environnementales, un parcours où, si j'ai bien noté, tu as passé du temps au WWF, ensuite dans une autre association, ensuite tu es allé rejoindre Disney pour porter justement toute cette passion, toute cette volonté de sensibilisation autour de la cause environnementale auprès des enfants. Et puis depuis 2020, tu as rejoint la Fondation Tara Océan comme directrice de la communication. Absolument. Merci beaucoup d'être là. Et Gorka, alors toi, tu es de Biarritz déjà, une ville de mer, on peut le dire. Exactement. Et donc toi, tu as fait des études sur la dynamique des écosystèmes aquatiques, c'est bien ça? Précisément, ouais, c'est comprendre l'impact des activités humaines sur les milieux aquatiques, que ce soit à la fois l'océan, le littoral, mais aussi ce qui se passe à terre. Avec deux passions, l'océan et la permaculture. C'est ça. Et tu as rejoint de Gorka Family et au fin de Gorka, pardon, de Water Family. Et au sein de Water Family, tu t'occupes de toute la partie éducation et programme de transmission, de sensibilisation autour de l'eau. Alors, ce n'est pas que l'océan, c'est tous les systèmes aquatiques. Tous les systèmes aquatiques, l'eau, c'était le cœur de l'association. On a aussi des choses autour de l'océan. Et bientôt des arbres, on a un petit arbre pas loin. Et aussi notre santé, parce qu'on l'oublie bien souvent, mais notre santé, c'est l'ensemble du vivant. Merci. Carole, est-ce que tu peux du coup nous décrire un petit peu
ce que fait la Fondation Tara Océan? Absolument. Donc la Fondation Tara Océan, c'est une organisation non gouvernementale qui a un statut d'observateur à l'ONU. C'est la première fondation reconnue d'utilité publique sur l'océan en France. C'est une fondation qui existe depuis bientôt 20 ans, qui a 2 missions. La première, et ça rejoint nos amis d'Under the Pole, c'est vraiment la recherche, donc explorer l'océan au sens noble du terme, bien évidemment. Explorer l'océan pour mieux le comprendre, parce qu'il y a un énorme déficit sur l'océan. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de science quand on parle d'océan, on parle aussi beaucoup de partage, mais on ne connaît que 5% de l'océan. Donc il y a un déficit énorme sur la connaissance, et c'est pour ça que la science est vraiment très importante. Donc on explore, on fait ces expéditions scientifiques, et puis on partage aussi cette expertise scientifique avec un petit peu tout le monde, le grand public. On éduque les jeunes aussi avec l'éducation nationale. On essaye d'influer aussi sur les décideurs politiques, les décideurs publics. Et puis on a aussi cette spécificité de partager nos connaissances en collaborant. On a cette collaboration nord-sud, c'est-à-dire partager les expertises scientifiques dites des pays en voie de développement, même si je déteste ce terme, avec les pays du Sud. Partager cette étude de la science de l'océan, parce que c'est important d'avoir une compétence sur tous les territoires. Et puis comment on fait ça? On fait ça avec notre héroïne à nous, c'est la goélette Tara, que vous connaissez certainement, cette goélette qui fait 36 mètres, qui est un petit peu âgée maintenant, mais qui est vaillante, qui est d'ailleurs au large des côtes africaines en ce moment. C'est donc une goélette, un voilier qui donne la possibilité aux scientifiques d'être plus légers, d'aller faire des prélèvements. On parlera un petit peu plus tout à l'heure de ce qu'on fait d'un point de vue plus précis, mais d'aller au plus près des lieux où on a envie d'aller faire des prélèvements. Et l'exemple, c'est en début d'année, Tara était en Antarctique et on a réussi à aller prélever au plus près d'un iceberg. On a des photos, on voit nos scientifiques qui sont vraiment avec des perches pour aller prélever. Et ça, c'est très malléable et ça donne la possibilité aux scientifiques, du coup, d'aller dans des zones qui ne sont pas du tout étudiées. Voilà. Et comme on le dit, comme le disait Under the Pole, et comme on va le dire souvent beaucoup encore durant cette session, tout ça, on le fait pas tout seul. Et on le fait avec de nombreux laboratoires scientifiques qui nous suivent depuis le début, le CNRS, le CEA, le MBL, la NASA, et puis des partenaires qui sont plus sur le partage, comme l'éducation nationale, et puis également un volet qui est important aussi pour nous, ce sont les artistes. Voilà. Super. Et alors, on a vu avec Under the Pole, sur l'expédition 4 en tout cas, il y a vraiment une concentration, une expertise sur les forêts sous-marines. Est-ce que sur Tara a aussi un centre d'études plus spécifique, une expertise? Alors, on a 3 axes de recherche chez Tara, puis après je vais vous parler du microbiome marin. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, on a 3 axes. Mieux comprendre la biodiversité marine. Comme je vous l'ai déjà dit, on connaît pas bien l'océan. Et c'est toujours pareil, si on ne connaît pas bien, on ne peut pas bien protéger. Donc, hyper important de bien connaître la biodiversité marine. 2, on essaye de comprendre les impacts des pollutions chimiques, des pollutions plastiques et du réchauffement climatique sur l'océan. Et 3e axe, l'Arctique, puisque l'Arctique est une sentinelle du climat. Alors tout ça, on le fait à travers le microbiome marin. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc? Le microbiome marin, en fait, je vais essayer de l'expliquer simplement, parce que moi, je ne suis pas scientifique, donc je vais vous l'expliquer avec mes mots. C'est un énorme réseau social, le microbiome marin, donc plein de micro-organismes marins. Et en fait, c'est vraiment une concentration, donc réseau social de la vie microscopique de l'océan. Cette vie microscopique de l'océan, elle représente 80% de la biodiversité marine. Donc, elle est hyper importante à comprendre. Et c'est ça qu'on étudie. On étudie, donc elle est extrêmement foisonnante, cette vie. Un exemple, dans 1 litre d'eau de mer, il y a entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Ça fait beaucoup de monde. Ces micro-organismes, ce sont des virus, ce sont des bactéries, ce sont des phytoplanctons. Je vais m'arrêter là. Et tout ce petit monde, en fait, nous rend, comme tu le disais en début de session, beaucoup de services. Ces services gratuits, 50% de l'oxygène que nous respirons
provient de nos amis les micro-organismes marins. Et puis on quantifie à peu près à 30% aussi. Donc ils ont ce travail de captation en fait aussi du réchauffement climatique aussi, du carbone, je vais y arriver. Donc en fait, pour toutes ces raisons, c'est extrêmement important d'étudier ce microbiome marin, ces micro-organismes marins, et c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas chez Tara. Super, merci beaucoup. Gorka, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur The Water Family ? Oui, bien sûr. Donc la Water Family, à l'origine, c'est la rencontre entre le monde du sport et le monde de l'environnement. C'est quelques fous qui, il y a une dizaine d'années, ont une idée de partir du sommet des montagnes, du sommet des Pyrénées, et de redescendre jusqu'à l'océan pour parler de l'eau et découvrir un petit peu tout ce cycle de l'eau et essayer de préserver l'eau finalement du sommet des montagnes jusqu'à l'océan. De cet événement sportif, l'association s'est structurée et a vraiment engagé des choses autour de l'éducation, de la pédagogie. S'est rendu compte en fait de l'importance de sensibiliser les jeunes générations pour changer les choses. On a travaillé depuis avec des anthropologues et il y a plusieurs publications, notamment sur Nature, qui sont sorties, qui montrent en fait finalement le rôle des enfants dans la capacité à changer le comportement des adultes. Voilà, les jeunes générations ont ce pouvoir-là finalement. Un enfant sensibilisé, ça peut aller jusqu'à 7 adultes autour de lui, donc c'est assez important. Donc voilà, de cet événement sportif, on est maintenant aujourd'hui, voilà, il y a 4 grands pôles dans l'association. Le premier, c'est donc la pédagogie et l'éducation dont je m'occupe. On voit à peu près entre 25 et 30 000 scolaires par an en direct via nos équipes. Et puis après, via la diffusion de nos outils, on est aux alentours de 80, 100 000 jeunes sensibilisés qui ont nos outils entre les mains. Ensuite, on est reconnu organisme de formation, donc on fait aussi pas mal de formations auprès des entreprises. Et puis 2 autres pôles un petit peu transversaux qui sont le côté reconnexion à la nature. Alors on n'est pas des scientifiques, on n'a pas une équipe de scientifiques en tout cas, mais on a on partage en tout cas avec Under the Pole et Tara Océan ce besoin de montrer aux gens la beauté du vivant. Notre place dans ce monde-là et donc de pouvoir créer des événements pour reconnecter les gens ou les jeunes générations aussi à la nature. Et le dernier pôle, c'est le côté engagement citoyen finalement où on a fait une petite campagne là, pendant la présidentielle pour faire en sorte que l'écologie, alors l'écologie au sens scientifique, devienne une matière première dès l'école primaire parce qu'aujourd'hui on peut arriver au lycée en terminale sans forcément avoir fait d'SVT. Et pour nous, ça nous semblait extrêmement important, en tout cas c'est même essentiel. Si nous on est présents ici, s'il y a des gens qui sont autour de la table, dans la salle, c'est probablement parce qu'un jour dans leur jeunesse, ils ont rencontré soit des explorateurs, Jacques-Yves Cousteau en fait partie, maintenant c'est Under the Pole ou Tara, et ça nous a tous marqués, ça nous a tous touchés, et c'est important de pouvoir continuer à faire ça et de pouvoir toucher le plus de générations. Et le grand credo de l'association, c'est agir à la source. Alors évidemment, les jeunes générations sont la source, c'est la suite. Mais agir à la source, aller aux racines des problèmes, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Et aux racines de ces problèmes, c'est nos modes de vie, nos modes de consommation. Donc ça va être essayer d'aller trouver des solutions, mettre en avant ça, valoriser aussi. On essaye beaucoup de passer par de la valorisation pour trouver les solutions, les bons modes de vie, les bonnes façons de consommer pour préserver le grand bleu. Super. Alors donc, on a vu cette importance de créer la connaissance, d'avoir des scientifiques, cette importance de sensibiliser. Et alors, il y a une thématique, d'ailleurs, Carole l'a évoqué, hein, qui est une thématique, qui est une spécialité de Water Family, qui est la pollution chimique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la pollution chimique et comment on peut l'éviter ? Alors c'est quelque chose qu'on connaît assez mal, on commence un petit peu à connaître, c'est assez récent, hein. Finalement c'est une trentaine d'années qu'on commence à s'intéresser à ces problématiques de pollution chimique. On s'est beaucoup intéressé sur les plastiques, maintenant on commence à s'intéresser aux microplastiques et aux petites particules de plastique. Et toutes ces pollutions chimiques, alors bien sûr elles terminent dans l'océan, mais le réceptacle final en fait c'est le vivant, c'est le microbiome, c'est nous. Et donc tout ce que, on va dire, il y a tout ce que l'homme a inventé, toute cette chimie de synthèse qui est assez peu digérée finalement par le vivant. Et puis il y a aussi toutes les molécules qu'on va rendre disponibles, les métaux lourds, etc. Donc toutes ces molécules chimiques ont un rôle
très importants dans notre santé et vont perturber en tout cas notre santé. La plupart sont des perturbateurs endocriniens. Donc c'est un véritable sujet en tout cas. Tu parlais des pollutions, il y a eu tout le travail de Johan Rockström sur les limites planétaires, les nouvelles entités en tout cas, c'est pile poil ça, hein, c'est ce que l'homme a introduit, ce que l'homme a créé et c'est un sujet où on est vraiment dans le rouge. Marc-André Sellos, qui est un célèbre biologiste, parle parfois de mur évolutif, alors pour l'océan mais aussi pour nous hein, d'abord. Donc on va essayer d'aller chercher les solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces micropolluants? Et ça passe par peut-être réfléchir à qu'est-ce qu'on utilise comme produits, les produits d'entretien, les produits de beauté, les cosmétiques. Ça passe aussi par notre alimentation qui peut contenir des pesticides, des engrais chimiques. Voilà. Toutes ces choses-là, on va essayer d'éduquer les jeunes à changer tout ça. On pourrait comprendre. Et Carole, donc cette pollution, elle se retrouve dans l'océan. Donc tu as parlé tout à l'heure de tout ce microbiome, ces micro-organismes dans l'océan qui ont cette importance fondamentale. Comment ça touche tout cet univers, cette pollution plastique, chimique, et quel est l'impact? Alors, ce qui est vraiment important, on répète des messages, mais c'est vraiment ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que on est interconnecté Terre-océan. Tout ce qui se passe sur Terre, là, tout ce qui se passe ici, ça a un impact sur l'océan. Je vais prendre l'exemple, je vais vous parler plastique, puis après je vais vous parler un peu pollution chimique. Le plastique, petite bouteille en plastique, il ne faut pas avoir bien évidemment, qu'on voit dans la rue. Son trajet, il va être assez simple. Hein. Eau de pluie, égout, rivière, fleuve, océan. Cette petite bouteille, elle va se fragmenter. C'est ce que tu disais. Elle va se transformer en microplastique. Microplastique, ces microplastiques, ils ont la même taille que nos micro-organismes. Vous vous doutez bien que tout ça, ça impacte sur ce réseau social dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est un impact de notre vie, de notre consommation. Par exemple, ce plastique jetable à utilisation unique, il a un impact sur ce microbiome marin, hein, qui est 80% de la vie marine, et donc il y a ce rôle-là. Donc, ça impacte évidemment sur... ça crée un dysfonctionnement. Deuxième chose dont je voulais parler, c'est la pollution dans nos modes de consommation, comment ça impacte les micro-organismes, comment ça le dérègle. Donc, Tara, notre 12e expédition, en cours, on est allé faire des prélèvements à l'embouchure de l'Amazone. Pourquoi on est allé faire des prélèvements à l'embouchure de l'Amazone? Il y a des entrants. On sait qu'il y a des entrants. Ces entrants, ces pesticides, ils proviennent d'où? Ils proviennent de l'agriculture intensive du soja. Pourquoi il y a de l'agriculture intensive du soja? C'est pour créer des farines. Ces farines, elles sont pour qui? Toi, tu sais, elles sont pour nos élevages. Donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un dérèglement avec nos micro-organismes marins au niveau de l'embouchure de l'Amazone, au-delà de créer évidemment, vous imaginez l'impact sur la chaîne alimentaire, mais ça crée ensuite quoi? Les sargasses dont vous entendez parler souvent au large des Caraïbes. Donc c'est deux petits exemples assez concrets de comment notre activité humaine, comment l'homme et la femme d'ailleurs, impactent sur et crée du dérèglement, on crée ce dysfonctionnement au niveau des micro-organismes marins. D'accord. Et alors, l'impact sur... Est-ce que l'océan, à cause de ça, va être moins capable de produire de l'oxygène, va être moins capable de capter du carbone? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on a déjà des avancées, des conclusions scientifiques? Alors, on ne sait pas bien encore, mais et c'est pour ça que c'est important de faire de la recherche océanique. Le microbiome de l'océan, il fonctionne comme notre microbiome humain, notre microbiote. Vous savez, on a un microbiome microbiote, donc qui nous aide à bien respirer, à digérer, à lutter contre les maladies extérieures. Tout ça s'autorégule et fait qu'on est en bonne santé. C'est un marqueur de notre bonne santé, ce microbiome humain. Et ben pour l'océan, ces micro-organismes, ce microbiome marin, c'est pareil. C'est un marqueur de la bonne santé de l'océan. Et donc du coup, on ne sait pas bien, et on se doute bien, on ne sait pas bien, mais on a quand même
on sait bien évidemment que tout ça impacte et que ça crée des dysfonctionnements. Et tu m'avais parlé notamment de virus qui, du coup, se transféraient dans des zones différentes et qui, du coup, avaient un Alors, impact ça, majeur. c'est des choses qui... c'est ce qu'on étudie là en ce moment. C'est que comme il y a ce dérègle, il y a un dysfonctionnement, réchauffement climatique. Du coup, on sait que... nos petits microbiomes marins, en fait, ils ont des zones. Ils ont un spot de plage qui est là, là ou là. Bon, et ben là, avec c'est tout ce bazar là qui se passe au niveau, parce que ça impacte aussi sur les flux océaniques, tout ça. Ça impacte aussi sur la température de l'océan. Donc du coup, ça veut dire que il y a des micro-organismes marins qui vont emmener avec eux certains virus qui n'avaient pas forcément l'habitude d'aller sur certaines zones et qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin. Alors, on ne sait pas ce que ça va avoir comme impact. C'est pour ça qu'on l'étudie. Bon, si on l'étudie, c'est qu'on a quelques scénarios en tête quand même. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'étudier et de comprendre comment tout ça fonctionne pour pouvoir mieux anticiper évidemment après et créer des scénarios vis-à-vis du réchauffement climatique et puis sur les pollutions aussi. Ok, merci. Et peut-être rapidement pour rebondir, mais c'est aussi notre santé qui est en jeu. Et sous ces micropolluants, on impacte sur nous. Et in fine, par la chaîne alimentaire, en entrant dans ce microbiome, peut finir dans notre assiette. Donc il y a vraiment un impact sur nous. On travaille avec Anders de Paul là aussi, comme l'a dit Ghislain et Emmanuel. On comprend que les populations d'Inuits qui sont complètement éloignées, qui ne rejettent absolument aucun micropolluant, sont impactées aussi par nos micropolluants à nous. Et même si ça paraît éloigné, alors il y a déjà à chaque fois qu'on rejette des micropolluants, ça nous impacte à nous, ça impacte ensuite l'océan, et puis ça va impacter des populations un peu partout dans le monde qui ne sont pas forcément sensibles à ces choses-là. Ouais. Et alors, en tant que citoyen, moi, qu'est-ce que je peux faire pour réduire justement cet impact négatif sur l'océan en termes de plastique, en termes de polluants? Alors, comme on l'a dit, première des choses, même souvent on nous a appris pour protéger l'eau, il fallait fermer le robinet quand on se brosse les dents, il ne fallait pas prendre de bain, il fallait prendre des douches. Ok, c'est vrai. La réalité, c'est que, alors vous avez fait en sortie de l'Amazon, mais on pourrait le faire en sortie de n'importe quel fleuve français, et on peut le faire aussi en sortie de station d'épuration, parce qu'aujourd'hui, en fait, la plupart des pollutions chimiques, des produits chimiques finalement qu'on va utiliser dans notre quotidien sont assez peu, voire très mal traités par les stations d'épuration. Il y a deux solutions, c'est soit ça finit dans des boues qui vont servir à faire de l'agriculture, soit ça se retrouve directement dans le milieu naturel. Donc première des choses à faire, c'est à la maison essayer d'éviter tous les produits chimiques. Donc on va essayer d'aller vers des produits les plus naturels possibles. On va essayer de les fabriquer soi-même, pourquoi pas. Et puis choisir des produits qui sont éco-labellisés, éco-certifiés, qui ont des labels de confiance en tout cas. Pour ça. Donc ça va être pour la partie directe, l'impact sur notre santé. Après, c'est comprendre que dans notre quotidien, tout ce qu'on consomme, comme tu l'as dit Carole, c'est que tout ce qu'on consomme, ça vient de loin et derrière ça se cachent des cycles de vie qui sont très longs, qui vont rejeter aussi énormément de pollution par les transports, par les pesticides, par les engrais, etc. Tout ça, ça va venir jouer aussi. Ça peut terminer dans notre assiette, évidemment. Et ça va avoir des conséquences sur l'océan. Donc ça va avoir une consommation la plus responsable possible pour protéger l'océan, mais surtout pour protéger notre santé. Hein. C'est essayer de manger beaucoup plus végétal, l'élevage et tout ce qui peut en découler, les problématiques qu'on a au Brésil. Ça va être aussi peut-être de manger le plus bio possible, le plus local possible, avoir des choses autour de nous qui puissent produire une alimentation saine. Et puis après, réfléchir à nos objets du quotidien. Est-ce qu'on en a besoin? Peut-être acheter un peu plus d'occasion. Ça limitera aussi pas mal de choses derrière. Super. Voilà. Alors, ça c'est ce que je peux faire pour réduire ma propre pollution, comment je contribue. Et si je veux aller plus loin et que je veux aller aider à faire en sorte que ce n'est pas juste mon comportement qui va avoir un impact positif, mais essayer de transmettre ça. Peut-être Carole, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux m'engager pour aller un petit peu plus loin?
Un exemple concret, vous pouvez aller voir vos élus. Nous, on a sur notre site internet, vous pouvez télécharger et voir, on a un guide des bonnes pratiques sur le plastique avec tout ce que peuvent faire vos élus, vos maires. Vous pouvez regarder ce guide et aller questionner vos élus en leur demandant, bah voilà, vous êtes censé faire ça, vous le faites peut-être pas encore. Pourquoi et faites-le. Donc c'est un exemple pour, on va dire, un niveau un peu plus important, un peu plus local. Et puis après, évidemment, il y a les institutions internationales, mais concrètement, le local, vos élus. Ok. Et Gorka? À l'échelle locale, pareil, c'est la même chose, ça va être l'échelle locale. Et c'est, je crois aujourd'hui, même au-delà d'aller dans la consommation responsable, il va falloir repenser nos modes de vie, donc plutôt à une échelle locale évidemment. Et surtout, il va falloir essayer d'apprendre à s'adapter au changement climatique, à s'adapter à la biodiversité qui s'effrite, qui s'effondre. Donc voilà, il va falloir s'adapter à tout ça. Le vivant est résilient. C'est un des peut-être plus grands espoirs qu'on peut avoir, c'est que le vivant est résilient à condition qu'on ne le détruise pas totalement. Donc voilà, s'adapter, donc repenser des dynamiques locales, des potagers, des ceintures maraîchères, en tout cas essayer de regagner de l'autonomie sur des sujets comme l'alimentation, pour produire une alimentation saine, être dans le bien-être. Voilà. Toutes ces choses-là paraissent un peu déconnectées de l'océan, mais en réalité, si on laisse aussi un petit peu tranquille l'océan, il pourra revenir aussi un peu à des niveaux plus soutenables. Très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Merci pour votre travail. Je vous encourage donc à suivre la dernière partie de cette session sur comment préserver le Grand Bleu. Donc notre dernier invité aujourd'hui, c'est un visionnaire, quelqu'un qui depuis toujours travaille sur l'océan, comment voir l'océan, comment protéger l'océan. C'est un architecte de renommée internationale qui a notamment construit énormément de sites en bordure littorale ou bien sur ou sous l'océan. Et aujourd'hui en particulier, il va nous parler d'un projet qui est son dernier projet, qui s'appelle le Sea Orbiter, qui est une sorte de station spatiale internationale qui est dédiée à l'exploration et la connaissance de l'océan. Donc je vous demande d'accueillir chaleureusement Jacques Rougerie. Bonjour Jacques. Merci Olivier. Je vous laisse la scène pour vous. Merci, bonjour. Merci. Bonjour, je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour pouvoir échanger sur mes rêves et passions pour la recherche océanographique, comme nous allons voir, océanique en quelque sorte, et spatiale, qui sont très très liés. Et pourquoi? Pour bâtir ce futur dont on parle, mais moi plus en tant qu'architecte, sur le biomimétisme, lié au biomimétisme. Et j'ai toujours eu cette conviction, c'est de l'océan que naîtra le destin. Ah, on n'avait pas la photo d'avant, c'est pas grave. C'est donc de l'océan que naîtra le destin, et de l'espace, le destin des civilisations à venir. Alors dès mon plus jeune âge, j'ai toujours eu cette passion. Je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Peut-être parce que j'ai vécu mes premières années au bord de l'océan, en Afrique, sur ces grandes plages africaines et au bord des lagunes, où il y avait une biodiversité absolument extraordinaire. Et cette biodiversité m'a fasciné. Et après mes premières lectures, après avoir vécu ces moments de l'existence au bord de ces grandes plages africaines, mes premières lectures, évidemment, c'était Jules Verne, 20 milieux sous les mers, le Nautilus, ça vous dit tous quelque chose. Puis, de la Terre à la Lune, bien sûr. J'ai toujours lié ces deux passions, de la Terre à la Lune. Et puis, un peu plus tard, très peu, Gagarine. Incroyable. Gagarine part dans l'espace en même temps. Vous imaginez, en même temps, le commandant Cousteau crée sa première maison sous-marine et l'immerge au large de Marseille. Ces deux grandes aventures vont bouleverser l'humanité et bouleversent à l'heure actuelle notre engagement par rapport à la mer. Vous allez voir pourquoi. Alors, vous voyez, ces deux grandes aventures nous entraînent vers une nouvelle civilisation,
vers de nouvelles découvertes. On n'a pas conscience que ces découvertes, ce foisonnement de découvertes de l'espace ou du monde sous-marin, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans les technologies, l'innovation, ont un impact quotidien et de plus en plus important, non seulement dans la connaissance scientifique, bien entendu, des océans, ou dans notre mode de vie, dans notre quotidien, dans tout ce qui est communication, dans tout ce qui est mobilité, dans tout ce qui est urbanisme, dans tout ce qui me lie l'architecture. Alors, cette relation forte entre ces deux mondes, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais j'ai eu la chance d'être associé au monde de l'espace et au monde sous-marin. Alors avant, l'histoire de l'humanité, il ne faut pas oublier que l'histoire de l'humanité est intimement liée à l'océan. Les marins ont parcouru les mers du monde de continent en continent pour la découverte de notre planète et des civilisations, mais pas du monde sous-marin. Pas du monde sous-marin. Il y a à peine 100 ans qu'on entrevoit ce que représente ce monde fragile dont on a parlé il y a quelques instants. Et aujourd'hui, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde de l'espace, comme sur cette photo vue de nuit, l'ensemble du littoral, là, européen, mais planétaire, on s'aperçoit de nuit la densité lumineuse de l'impact que représente justement notre civilisation sur ce littoral si fragile. Juste pour que vous compreniez l'évolution de cet engouement de l'homme et des femmes, bien sûr, des êtres humains par rapport à ce littoral, cette fascination qu'on a d'aller au bord de la mer. Au début du XXe siècle, commençons par ça. Au début du XXe siècle, on était à peine 2 milliards. 20% vivaient le long du littoral. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. 7 milliards. 50% des êtres humains vivent le long du littoral. 50%. Demain, en 2050, c'est-à-dire vraiment demain, on va être 10-11 milliards. L'OCDE annonce, et dû aussi à ces 2 années qu'on vient de vivre, un peu difficiles, et on va vers le littoral de plus en plus, 75%, vous m'avez entendu, 75% des gens vont vivre le long du littoral. Ça veut dire un impact énorme. 7 milliards, le chiffre en 2050, 7 milliards de personnes, d'êtres humains, vivront le long du littoral. Alors ne tombons pas, enfin ce n'est pas ma façon de voir les choses, ne tombons pas dans le catastrophisme, soyons lucides et essayons d'apporter des solutions. Alors pour cela, je vois qu'il y a une photo qui manque, c'est pas grave. Pour cela, on essaye de... Parce qu'en plus, il y a toute la problématique dont on a évoqué, vous avez évoqué, du changement climatique, c'est-à-dire la montée du niveau des océans. Et j'aurais voulu vous présenter une photo, mais ce n'est pas grave, je vais essayer de vous l'expliquer. On travaille dans notre agence d'architecture Rougerie-Tangram, dans notre lab de recherche et d'innovation, on travaille justement sur cette problématique. Et j'ai créé, il y a une dizaine d'années, avec le Prince Albert, une fondation pour engager les jeunes architectes, ingénieurs, sociologues, biologistes et cette transversalité des disciplines, les engager au niveau international sur ces grands enjeux, avec passion, avec audace, d'une façon résiliente, mais surtout avec prudence, car la problématique de la montée du niveau des océans et de l'impact sur le littoral est très complexe et en même temps des milieux iliens. La problématique est très diversifiée, il n'y a pas une solution, il y a des multitudes de solutions qu'il faut appréhender en 3 générations. Donc, faisons ce que disait Bonaparte, allons doucement, nous sommes pressés, tout en étant lucides. Donc, on a fait un certain nombre de projets dans notre lab, comme je vous disais, dans notre agence d'architecture, notamment en Polynésie française, pour essayer de maintenir ces peuples iliens sur leur territoire ancestral. Parce que la grande problématique, elle est là. Il va y avoir
1 milliard, d'après l'OCDE, ce n'est pas mes calculs à moi, bien entendu, 1 milliard d'individus qui sont impactés. Sur ces 1 milliard, certains vont pouvoir, en Europe, ça sera beaucoup plus facile que pour certains pays d'Asie, où il y a, mais il y a à peu près 600 millions de réfugiés climatiques. Donc l'idée qu'on essaye avec cette fondation, vous verrez des projets, c'est de maintenir sur place à travers des structures, à travers le génie humain de la technologie, le côté positif de la technologie, et non pas le côté pessimiste et la dégradation de la technologie. Alors comment faire? Eh bien justement, on l'a évoqué rapidement. Donc à mon petit niveau, avec toute notre équipe, on a essayé de... Et moi, depuis toujours, j'ai été fasciné par Léonard de Vinci. Je suis fasciné par le génie de la nature. 3 milliards 800 millions du génie de la nature, c'est une banque de données extraordinaire. Le biomimétisme, la bioinspiration, la transversalité des disciplines à travers ce biomimétisme. L'infiniment petit dont vous avez parlé avec Tara et l'infiniment grand qui est l'espace. Alors Léonard de Vinci, vous vous rendez compte, il y a 500 ans, on disait à ses élèves, il y a 500 ans, et on a attendu 500 ans pour le comprendre. Et quand il y a eu la révolution industrielle, on a gommé cet aspect-là, ce qui est dommage. Il y a 500 ans, il disait à ses élèves, allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est notre futur. Allez prendre vos leçons dans la nature, c'est là qu'est votre futur. La nature construit les plus belles courbes, construit les plus belles courbes, les plus belles formes et les meilleurs matériaux. Donc, on a puisé à travers ce génie. Là, c'est par exemple un exemple de mes premières recherches. Je me suis inspiré du crabe araignée pour construire un engin qui va se déplacer avec un minimum d'énergie le long de la plage et pénétrer sous la mer. Et très vite, on a poursuivi ces recherches en créant, là aussi, en s'inspirant de l'argironnette. Vous voyez la photo au milieu en bas. C'est une araignée qui crée des bulles d'air et qui vient se réfugier à l'intérieur de ces bulles d'air pour ne pas se faire manger par les prédateurs. Vous avez ces micro-organismes et on s'est inspiré de ce génie de la nature pour construire ce premier village, pour imaginer, ce premier village d'entraînement d'astronautes et d'aquanautes de mériens sous la mer, au large des îles Vierges, par moins 35 mètres de profondeur. Alors tout ça peut paraître des rêves, mais non. D'abord, il faut avoir des rêves. Ayez tous des rêves. Les jeunes nous montrent justement qu'il faut avoir des rêves et qu'il faut continuer ces rêves, comme Emmanuel et Ghislain, comme les Bardou, comme Tara. On a besoin, comme Jean-Louis Etienne, comme tant d'autres. On a besoin de rêver, de bâtir ces rêves, pas le rêve pour le rêve. Moi, je suis un grand rêveur, mais un grand rêveur pragmatique. C'est-à-dire que j'ai besoin de bâtir ce rêve. Alors, non seulement, à travers toutes ces recherches, il y a quelques années, non seulement j'ai imaginé une maison sous-marine de nouvelle génération, puisque c'est Cousteau qui a créé les premières maisons sous-marines, puis après les Américains, il y a eu 36 maisons sous-marines. Il y a quelques années, j'ai donc dessiné cette maison sous-marine, mais avec un esprit sur l'environnement, l'impact sur l'environnement, évidemment. Si on va sous la mer, si on va dans l'espace, ce n'est pas pour faire ce qu'on a fait depuis un siècle sur les phénomènes de pollution. Donc c'est avec un autre paradigme de développement, une résilience pour qu'il y ait vraiment un rapport avec ce milieu qui corresponde à l'évolution de l'humanité. Donc cette première maison sous-marine qu'on a construite, qui est au Japon maintenant, que non seulement je l'ai expérimentée, vous voyez, mais avait vraiment quasiment pas d'impact sur le milieu sous-marin. Je voulais aussi que ce soit un balcon ouvert sous la mer. Ces dômes font 2,20 m de diamètre en polycarbonate, et donc je voulais qu'il y ait vraiment une osmose par rapport au monde sous-marin. C'est peut-être un peu trop long à vous expliquer, puisque j'ai 18 minutes, Olivier, c'est ça ? Il va me couper, je le sens. Alors, j'ai réalisé aussi, après Galatée, cette première maison sous-marine, Hippocampe 1, Hippocampe 2. Alors, il faut savoir qu'une maison sous-marine, c'est pour vivre 24 heures sur 24 en osmose. 24 heures sur 24, vous êtes sous la mer. Ce n'est plus du tout le même débat que quand vous plongez. Bien sûr, la plongée,
super important. Mais vous vivez que quelques heures, vous êtes coupé du milieu. Quand vous vivez dans une maison sous-marine, et j'ai eu la chance de faire 13 expériences d'habitat sous la mer, de faire les records du monde sous la mer, 69 jours sous la mer, c'est que du bonheur. Vous sortez de votre maison sous-marine quand vous voulez, dans ce milieu en 3 dimensions. Vous dormez dans cette maison sous-marine. Et ce qui est magique, c'est le matin quand vous vous réveillez, ça fait déjà plusieurs jours que vous êtes là dans cette maison, vous vous réveillez, vous avez avec ces grands hublots. Donc si je reviens en arrière, je ne reviendrai pas en arrière. Donc vous avez ces poissons, ces animaux qui sont là, curieux. En réalité, la nature est curieuse. Quand elle voit que vous vous adaptez à leur milieu, eh bien, ils deviennent très familiers. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous sortiez de la maison sous-marine pour aller faire un certain nombre d'expériences scientifiques ou d'ergonomie. Et ils vous suivent, ils vous regardent. Voilà. Et déjeuner sous l'eau, travailler sous l'eau, tout le côté artistique dont vous avez parlé, dont Tara s'occupe, le côté artistique sous-marin, l'accompagnement artistique est fondamental pour ces grandes aventures humaines, que ce soit spatiales ou sous-marines. Regardez Thomas Pesquet, il a joué du saxophone. Jean-Loup Chrétien, il a joué de l'orgue. Et ben nous, on fait des concerts sous-marins en même temps que ces expériences. Alors, un de mes rêves aussi, c'était de me faire une cabane sous la mer. Vous savez, quand on est un enfant, moi j'ai des rêves d'enfant, c'est de faire des cabanes dans les arbres. Ben moi, c'était de faire des cabanes sous la mer. Donc, avec ces technologies, d'une simplicité qui est l'aquabulle, vous voyez, complètement autonome, très simple, avec des bouteilles de plongée classiques. C'est une bulle d'air sous l'eau qui, pour 3 personnes, vous passez quelques instants, vous voyez, sous l'eau, pour des recherches, le plaisir, bien sûr, le côté sensoriel, sensuel que représente l'élément aquatique, mais aussi pour, évidemment, être un observatoire sur de longue durée. Toujours cette volonté que j'ai de la permanence sous l'eau. Ça change tout. Et vous allez voir progressivement pourquoi. Et bien, cette permanence sous l'eau, il faut d'abord plein d'expériences. Il faut plein d'expériences. Il n'y aura pas... L'océan, je fais un petit aparté, l'océan est tellement important. On vous l'avait dit, Olivier, c'est 71% de la surface du globe. C'est une couche d'eau sur ces 71% de 3,7 km d'épaisseur. Waouh! 11 000 mètres de profondeur. Jacques Picard, qui a été au plus profond, qui m'a justement accompagné sur ce projet C-Orbiter dont on va parler. Mais donc, c'est tellement immense qu'il faut des dizaines de projets comme Tara. Il faut des dizaines de projets comme Under the Pole, comme Jean-Louis Etienne et tant d'autres. Il faut tous ces projets pour comprendre ce que représente l'univers subaquatique, qui s'ouvre à l'humanité, qui s'ouvre à la jeunesse, qui s'ouvre aux start-up de demain, dans une résilience, pour une Blue Society, pour une Blue Economy, dans le bon sens de la Blue Economy. Alors, je vous disais, c'est la permanence sous l'eau qui est fondamentale. Il faut des engins, bien sûr, comme Tara, comme Under the Pole et tas d'autres, mais il faut aussi maintenant une station ou des stations océaniques permanentes sur des très très longues durées sous la mer, ou entre l'interface air, océan, milieu sous-marin. Eh bien, c'était tout simple. C'était tout simple. Fil à couper le beurre. Ça ne pouvait pas être un bateau. Un bateau n'est pas fait pour dériver dans la masse océanique. Un bateau n'est pas fait pour cette permanence sous la mer. Donc, avec Jacques Picard, on a imaginé cet engin, ce vaisseau des temps futurs, cette station ISS de l'espace sous la mer. Donc, c'est une base permanente qui permet à 18 plongeurs, sur de longues durées, d'observer sous la mer, telle une ruche d'où partent des abeilles, soit des êtres humains, soit des robots, qui partent butiner la connaissance des océans pour l'offrir donc au niveau éducatif et à l'ensemble de l'humanité. Je vous propose de voir le film C-Orbiter. Imagine a silvery ship drifting with the currents at the very heart of the ocean. At the dawn of the third millennium, C-Orbiter announces a unique expedition into the oceanic world and a new impetus for the conquest of our blue planet.
Its mission: explore the ocean, still widely unknown, in order to better understand its mechanism and educate our societies regarding its critical role for the planet. Thanks to its slow drifting pace and its vast autonomy, it will allow long-term stays for a large family of explorers, continuous day and night observation of the seemingly endless wealth of marine life forms, permanent and easy access to the undersea world, allowing perfect symbiosis with the aquatic universe. All these features make Sea Orbiter the first nomadic international oceanic station wandering amidst the mightiest of gardens. The ocean. A true sentinel, arising above the main oceanic streams, it will host a permanent scientific laboratory and a unique educative communication platform, which will allow the planetary radiance of its exploratory adventure. On board this ship, and for the very first time ever, a crew of 18 will be able, and over very long periods, to live under the sea 24 hours a day, with ability to deploy a number of exploration devices which will expand Sea Orbiter's capacity to investigate further the abyss, a world of the unknown. Equipped with multiple sensors and linked with satellites, it will allow the reinforcement of scientific knowledge about the oceanic impact on the atmosphere and the planet's climate change. All tests carried out at Marintech, Europe's largest simulation laboratory, located in Norway, proved successful. The greatest storms could not affect Sea Orbiter's stability nor hinder its operations. Bearing the spirit of adventure which lives on in humanity, Sea Orbiter has been conceived to set up a new relationship between man and the ocean and develop a large education plan in order to help the future generations to better face the challenges of tomorrow. Because it is from the ocean that will be born the destiny of civilizations to come. On me dit d'aller vite, là, Olivier me fait un petit signe, là. Je ne veux pas me faire gronder. Alors, si on vient, hop, voilà. Donc, le projet Sea Orbiter est reparti parce qu'on était en stand-by pour des questions, parce que toutes ces grandes aventures, il faut aller chercher l'argent, et c'est le plus difficile, croyez-moi, à tout point de vue, et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, et ce n'est pas ma tasse de thé en plus, donc c'est encore plus complexe. Donc, c'est un programme qui a plus de 10 ans, mais qui est reparti. On nous a demandé de repartir, là on a un partenaire très solide. Voilà, donc c'est reparti depuis One Ocean Summit. Donc j'espère qu'un jour vous vivrez avec moi cette passion. Et si certains d'entre vous ça intéresse, eh bien, venez à bord. J'en serai ravi. Alors tout ça, c'est évidemment sous ces projets, mais on l'a souligné, Ghislain et Emmanuel l'ont souligné, vous l'avez souligné avec Tara, toi aussi tu l'as souligné. C'est pour l'éducation, la connaissance, et c'est vraiment pour ça, c'est pour les jeunes, c'est bâtir ce futur. Donc on travaille aussi avec la Fondation énormément sur les classes de mer, sur amener justement à travers ces petits cabanons sous l'eau, vous voyez, complètement transparents, on amène les enfants à quelques mètres sous l'eau plongés pour comprendre cette biodiversité et tout. Donc on fait tout un travail à ce niveau-là. Alors justement, la Fondation, c'est vraiment mon rêve, ma passion de transmettre à ces jeunes ce que représentent ces grands enjeux et de leur passer le flambeau. Et c'est maintenant, comme disait Michel Serres, c'est les jeunes qui nous montrent le chemin de l'avenir. Parce que c'est eux qui ont l'intuition, qui ont la générosité, justement, d'oser, d'être audacieux pour bâtir ce futur. Alors, on a à l'Institut de France, on a une fondation donc, qui porte mon nom, et internationale, et qu'on offre aux jeunes la possibilité de s'exprimer dans cette transversalité des grands enjeux de bâtir le monde de demain par rapport à l'océan. Alors rapidement, peut-être, on va voir, il y a plus de 12 000 candidats. Le film, rapidement, tu me fais signe qu'il faut que j'arrête. Il y a 12 000 candidats de plus de 135 pays, et chaque année, on remet donc ces prix. Et on remet aussi les prix de l'art dans l'espace et de l'art sous la mer. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, parce que je vois que Olivier... Merci Olivier. Merci Jacques.
Désolé de devoir vous presser un petit peu. Malheureusement, le temps passe. En tout cas, l'objectif de cette session, c'était de vous montrer plusieurs choses. L'importance de l'océan, l'importance de le préserver, et puis communiquer cette passion extraordinaire que tous nos intervenants ont apportée. Et j'espère que c'est ce que vous retirez avant tout, cette passion, cette beauté de l'océan et l'importance de le protéger et de le régénérer. Je vous remercie, et puis profitez bien du reste du programme de Change Now.